Aujourd'hui, on va décortiquer un document qui fait beaucoup parler et qui est pour le moins troublant, les protocoles de Toronto. Ce texte, il prétend carrément révéler un plan secret qui aurait été mis en place sur des décennies avec un seul but, l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Dès le début, l'auteur du rapport, un certain Serge Monast, pose la question fondamentale. Ce qu'on va lire, c'est de la pure fiction ou c'est une réalité amère? C'est vraiment avec cette interrogation en tête qu'on va explorer ensemble ce texte. Mais alors, qui serait derrière tout ça? Le document leur donne un nom de code, le 6.6.6. Ça représenterait un groupe secret qui réunirait les grands patrons des 6 plus grosses banques mondiales, des 6 géants de l'énergie et des 6 mastodontes de l'agroalimentaire. D'après le texte, ce sont eux les cerveaux de ce plan mondial. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre le déroulé du document. On va commencer par le plan de 1967, qui visait à fragiliser les fondations de la société. Ensuite, on fera un bond jusqu'en 1985, avec un plan qui, lui, mise tout sur la technologie pour asseoir une domination mondiale. On regardera de plus près la phase finale, avant de revenir à la grande question posée par l'auteur. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape se serait déroulée à Toronto en 1967. Et le titre du document qui en serait sorti, il annonce la couleur. Panem et Circense, du pain et des jeux. L'idée, c'était de préparer le terrain, au niveau social, pour une future prise de contrôle. L'objectif, tel qu'il est écrit, est radical. Organiser un génocide du vital au profit du rentable occulte. En gros, l'idée serait de remplacer les valeurs essentielles par un flot continu de divertissement rentable, histoire d'endormir un peu la conscience collective. Et la méthode pour y arriver? Créer de toutes pièces une société du loisir en 4 temps. D'abord, infiltrer les médias et la culture, puis inonder la vie des gens de loisirs tout le temps. Ensuite, une cible bien précise, la jeunesse, en banalisant le sexe, la drogue et le sport à outrance. Et pour finir, le coup de grâce, vider l'éducation traditionnelle de son contenu pour affaiblir l'esprit critique. Après ça, le plan s'attaquerait à ce qui est décrit comme la pierre angulaire de la société, c'est-à-dire la famille. L'État deviendrait le nouveau parent. Comment? Grâce à des bureaux de protection de l'enfance au pouvoir quasi illimité. Une charte des droits de l'enfant servirait d'outil, presque d'arme, pour retourner les enfants contre leurs parents. Le but final de la manœuvre, avoir des individus de plus en plus seuls et donc complètement dépendants d'un État mondial. Et tout ça, ça s'accompagnerait d'un retournement à 180 degrés de la philosophie du droit. On passerait d'un système qui protège la société contre l'individu à un système qui protège l'individu contre la société. C'est une stratégie de fragmentation pensée pour faire éclater toute idée d'unité nationale ou de droit collectif. Faisons maintenant un bond de 18 ans dans le temps. Nous voilà en 1985. Et une nouvelle étape serait sur le point d'être franchie. Le document de cette réunion porte un nom de code, l'aurore rouge. Après la société, c'est la technologie qui deviendrait l'arme numéro 1 pour le contrôle des peuples. Au cœur de ce plan de 1985, on trouverait les ordinateurs. Ils sont même décrits comme la pierre angulaire du nouvel ordre mondial. Et pourquoi donc? Eh bien parce que ces machines seraient l'outil parfait pour une surveillance globale. Un outil sans conscience, sans morale et donc infaillible. L'ambition, ce serait de construire un immense réseau électronique mondial qui connecterait absolument tous les ordinateurs. L'outil ultime pour ficher, identifier et au final, contrôler chaque être humain. Le tout, bien sûr, serait vendu au public sous l'emballage séduisant d'une communauté mondiale unie et sans frontières. Mais attention, le contrôle par la technologie, ce ne serait qu'une partie du plan de 1985. L'autre volet, tout aussi important, serait économique. L'objectif, démanteler les souverainetés nationales pour créer une économie totalement mondialisée. Comment faire ça? Le document listerait plusieurs tactiques. Faire du libre-échange la priorité absolue, indiscutable. Se servir des multinationales pour délocaliser les usines et les emplois vers des pays à main-d'œuvre esclave. Le but du jeu, c'est d'arriver à une économie mondiale qui échappe totalement au contrôle des États. Une économie mise au pas par le FMI et qui dépend d'un contrôle centralisé de la nourriture. En même temps, le plan prévoirait la création d'une armée mondiale. Et la méthode est assez rusée. D'abord, impliquer les casques bleus de l'ONU dans des conflits impossibles à régler, juste pour prouver leur faiblesse. Ensuite, les médias prendraient le relais pour créer un sentiment de frustration et faire réclamer une force d'intervention bien plus musclée, et ce, jusqu'à la fusion des armées nationales. L'objectif ultime, c'est la démilitarisation complète de tous les États. On arrive maintenant à la phase finale décrite dans le document. Et c'est là, il faut le dire, que les allégations deviennent vraiment extrêmes, avec ce qu'il appelle le plan alpha et la phase oméga.
Le plan Alpha. Son objectif serait le contrôle mondial des armes à feu. La méthode décrite est glaçante. Il s'agirait de provoquer des fusillades, des événements avec des tireurs fous pour créer un climat de peur. Cette insécurité pousserait alors les gens à réclamer eux-mêmes des lois plus dures, jusqu'à accepter leur propre désarmement. Et puis, il y a la phase oméga. Là, on est carrément dans un scénario catastrophe. Le document parle d'armes électromagnétiques capables de déclencher des changements climatiques, de provoquer des tremblements de terre dans des zones industrielles bien précises et de détruire les récoltes. Tout ça dans le but d'accélérer l'effondrement économique et de s'assurer une dépendance alimentaire totale. Le document prête même ces mots au fameux planificateur. Qui pourrait nous soupçonner ? Qui pourrait deviner les moyens utilisés ? C'est l'idée d'un plan tellement énorme, tellement audacieux, qu'il en deviendrait invisible, parce que personne ne pourrait y croire. Face à tout ça, l'auteur, Serge Monast, il ne donne pas de réponse toute faite. Non, il choisit plutôt de nous laisser avec une réflexion sur la nature même de ce qu'on vient de lire. Et notre analyse se termine donc là où elle a commencé. Les protocoles de Toronto, mythe ou réalité ? Le texte, il ne donne aucune preuve, juste un scénario. L'auteur nous laisse seuls, juge, en nous invitant à regarder le monde qui nous entoure pour nous faire notre propre idée. Une question qui, encore aujourd'hui, reste ouverte.